Eric Chaumillon, on a pas mal parlé des leviers qui font que parfois il y a des messages qui passent et puis parfois il y a des messages qui passent pas. Sur certains sujets, il y a des personnes qui vont réagir très différemment. Et je crois que c'est justement votre spécialité, Oscar Navarro. Alors je vais vous laisser la parole pour vous présenter, puis pour présenter votre secteur d'études qui est assez méconnu et en tout cas qui est tout à fait dans notre sujet. Donc ma spécialité, ma discipline, c'est donc la psychologie sociale et environnementale. Alors déjà, il y a trois termes là, peut-être mal connus, méconnus. Il y a la psychologie des dents et c'est fondamentalement de ça dont je vais parler. Et puis effectivement, une spécialité qui est encore minoritaire en France, mais qui est un peu plus importante en fait dans d'autres pays, qui est la psychologie environnementale. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette discipline parce que, in fine, ce n'est pas ce qui est le plus important. Cependant, de dire, voilà l'intérêt, en fait, parce que, comme c'était dit, il y a une partie d'ombre, en fait, éventuellement des connaissances qui manquent dans la gestion, dans la compréhension voilà, des risques, l'évaluation des risques liés à ce que, de façon générale, on appelle le facteur humain. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'objet de ma présentation aujourd'hui. Bien entendu, je n'apporte pas ni des clés magiques, ou des baguettes magiques plutôt, ni des solutions toutes faites pour comment on fait, répondre à la question qui se pose tout le monde, comment on fait pour que les gens accompagnent ces processus-là, s'impliquent. Plus que parler de comment influencer, je pense qu'avant de penser à influencer quoi que ce soit, il faut comprendre derrière comment ça fonctionne un petit peu. Donc c'est un peu l'idée, effectivement, on peut parler des comportements, dans le terme comportement, de façon générale en fait. Il y a alors ce qu'on appelle le comportement en fait observé, ce qu'ils font ou pas les gens, l'action on va dire. Cependant, tout ce qu'il y a, on va dire en amont de l'action est un petit peu plus compliqué à observer et c'est un peu, alors j'utilise l'image de la boîte noire et c'est ce qui nous est en général apporté comme questionnement, d'ailleurs comme étonnement, voire comme, je ne sais même plus comment le qualifier, voilà, comme une sorte de désespoir, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Et là, j'utilise une phrase qui m'a été dite il n'y a pas si longtemps par un président des communautés de communes, je ne dis pas d'où, qui nous disait, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Donc il y a cette incompréhension, et éventuellement c'est un peu l'idée de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut apporter des connaissances, parce que je vous rassure, il y a des connaissances et il y a des belles pistes à suivre. D'ailleurs, le temps a été donné. J'entendais donc le débat, la discussion précédente, en fait, que effectivement nous sommes dans un changement de paradigme. J'utilise cette expression, ça a été évoqué sur plusieurs formes en fait, sur le plan technique, politique, et d'ailleurs, j'en conviens avec plutôt une touche optimiste, il y a un changement intéressant, important, qui s'est mis en place au niveau de l'État, au niveau de la connaissance, etc. La question que j'ai un peu gardée finalement pour l'évoquer maintenant et éventuellement la discuter avec vous, c'est est-ce que ces changements des paradigmes, en fait, au niveau des institutions, au niveau de l'État, pourquoi pas de la loi et des connaissances scientifiques, à la même vitesse ou se vit de la même façon chez, on va dire, les habitants, chez monsieur et madame tout le monde. Donc, je pense que c'est peut-être là, pour commencer un petit peu à évoquer les choses. Peut-être que ce changement des paradigmes ne se fait pas aussi rapide, ou en tout cas n'est pas encore perçu dans le grand public, et c'est peut-être là aussi un premier élément de réflexion. Simplement, j'aimerais qu'on commence, voilà, alors j'ai mis entre guillemets crise, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ce terme-là, mais c'est vrai que des crises qui durent longtemps, ce n'est plus des crises. Ça devient une nouvelle normalité, comme on disait tout à l'heure avec quelqu'un en discutant. Bref, donc on parle toujours des crises climatiques, mais est-ce qu'il s'agit bien d'une crise climatique ou d'une crise plutôt sociale aussi Donc voilà, on va discuter un peu ça. Et puis parler d'adaptation, tout bêtement. Mais dans l'adaptation, et c'est ce que j'entends des fois, parce qu'on discute, on a l'impression de croire qu'on parle de la même chose, alors que quand on écoute un peu plus attentivement, on verra bien qu'en fait certains entendent des choses différentes. Donc pour certains, l'adaptation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est changer, se transformer, etc. Pour certains, peut-être que c'est plus subir. D'ailleurs, on a utilisé l'expression tout à l'heure, faire avec, etc. Donc, on va explorer peut-être ces deux pistes-là d'un point de vue, effectivement, de notre connaissance scientifique en psychologie environnementale
et apporter quelques éléments effectivement à la réflexion qui pourraient nous donner l'idée à la fin de comment les influencer, ces stratégies d'adaptation. Alors, des crises finalement. Si on garde encore l'expression crise entre guillemets, mais j'aimerais le présenter de cette façon-là parce que un peu dans les réflexions actuelles, GIEC ou autres, en fait, on a tendance à associer ces deux problématiques liées donc à la perte, à la détérioration de la biodiversité, entre autres particulièrement liées à certaines activités humaines, notamment la déforestation, et puis donc les crises climatiques, le dérèglement du climat de la planète. Mais à un moment donné, on a aussi associé à cette crise de la biodiversité, des pertes de nature, en fait, à une crise sanitaire. Vous me voyez venir. Donc voilà, donc j'ai maintenant l'habitude de présenter un peu les choses comme ça, parce qu'éventuellement, effectivement, il ne s'agit pas d'une problématique un peu détachée, mais plutôt, et c'est pourquoi je mets avec un point d'interrogation, est-ce qu'il s'agit d'une crise écologique ou climatique seulement, ou plutôt une crise, alors là, plutôt écologique, donc globale, et qui est également donc sociale. On va les voir un petit peu de façon particulière. Je commence par le milieu, j'espère aller un peu rapidement pour juste poser un peu cette problématique globale et d'insister à ne pas voir des choses un peu détachées entre elles, mais plutôt une réalité qui est globale et qui doit nous inquiéter de façon générale. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, on disait bien, on a parlé de nature en ville, etc. Donc on est aussi dans cette préoccupation liée à cette perte de biodiversité ou à la nécessité de réintroduire des éléments de nature, de la richesse biologique, de la biodiversité, donc dans nos territoires, même à l'intérieur de nos villes. Alors rapidement, voilà déjà un ouvrage qui a 20 ans maintenant, nous proposait déjà cette connaissance à l'époque, et on voyait bien qu'il y a une perte des milieux naturels en fait, mais associée, là pour le coup, on parle juste en fait à la densité des populations, une croissance de la population. Et les pays que vous voyez ici, c'est, voilà comment on les appelle, les pays les plus importants pour la biodiversité de la planète, c'est-à-dire pour l'équilibre en fait écosystémique de la planète, parce que c'est des pays en fait qui contiennent, on va dire, de cette richesse et de cette biodiversité la plus importante. Donc on est déjà à des chiffres très inquiétants dans ces données qui sont dépassées. Je vous le dis tout de suite, je l'utilise encore, mais c'est pour ensuite dire, on vient ici à 85% d'ici 2050, enfin 2050 c'est dans pas longtemps. Mais ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que c'est même encore plus inquiétant parce qu'on sait très bien que nous avançons sur cette détérioration justement des forêts primaires, des réserves en fait, d'ailleurs des lieux protégés en principe, mais qui demeurent aussi en fait des lieux où il y a des enjeux économiques, sans faire de la publicité à aucun, mais pour évoquer notamment un exemple, et puis effectivement des mouvements politiques aussi, des moments politiques où il y a eu un moment de préoccupation fondamentale, parce qu'on est dans cette logique assumée on va dire, des détériorations, des déforestations notamment. Pour la crise, on va dire, de la biodiversité, qu'on mettrait de côté, mais qui pour moi constitue en fait un élément central et qui est lié aux autres crises. Donc notamment maintenant, j'aimerais rapidement évoquer ces crises sanitaires qui nous disent, voilà, vont devenir éventuellement encore plus inquiétantes. Il faut savoir donc qu'on est depuis déjà des décennies en fait dans un changement de paradigme, comme je disais tout à l'heure, notamment sur la santé, qui n'est plus la santé humaine, mais la santé de façon écologique, c'est-à-dire de l'environnement, de la planète et des autres êtres vivants, donc les animaux, les One Health, pour le dire en bon français, une seule santé, et effectivement donc un équilibre à trouver, effectivement, sinon le risque des choses qu'on a vécues et qu'on ressent encore, parce qu'on nous informe en fait qu'il y a des effets de cette pandémie qu'on continue à vivre encore, notamment dans les systèmes de santé, dans le personnel de santé, hautement touché par ces pandémies-là, parce qu'effectivement, oui, c'est la déforestation, le premier facteur qui explique ces maladies zoonotiques émergentes. Donc,
il n'y a presque pas besoin de faire un dessin. Et j'aimerais quand même un petit clin d'œil, mais j'en parlerai plus tard, ce qu'on appelle maintenant l'éco-anxiété et donc les effets sur la santé mentale également. Et ça, bon, on l'a entendu également, hein, c'est un peu le parent pauvre de cette question des santé. Hein, on l'oublie en général parce que voilà, un peu trop intime peut-être, bien plus que le corps humain, et donc qu'on néglige un petit peu plus. Donc on en parlera un petit peu. Donc il est question aussi des santé dans ces crises. Et donc maintenant, voilà, la crise climatique qui nous intéresse particulièrement. Donc, pour parler voilà, des risques climatiques, je vais parler de façon globale pour l'instant, et ensuite on viendra sur des risques plus précis, et d'ailleurs des risques qui nous touchent dans le territoire et qui font l'objet de cette rencontre. Alors, tout part de cette idée de dérèglement du système climatique hein, de la planète. Donc là, on parle toujours en termes de globalité, marquée notamment par une augmentation des températures, mais surtout par une modification des régimes climatiques, pluviométriques et autres. Alors quand on s'intéresse à ces choses-là, bah, il y a déjà les causes, hein, donc tout le monde connaît, et même si certains essaieront de faire penser à autre chose, voilà, c'est cette concentration des gaz à effet de serre qui engendre ces dérèglements climatiques. Et donc, on parlera voilà, des comment limiter ces gaz-là. Et donc, du coup, on parlera d'atténuation. Et voilà qu'on est déjà en train de parler voilà, de ce gros mot qui est l'adaptation. Donc, une forme d'adaptation, c'est déjà commencer à s'inquiéter à comment limiter, à comment atténuer et à freiner. Alors, tous les termes qui vont avec, combattre, on le voit comme un ennemi maintenant, le changement climatique, un ennemi un peu imaginaire, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à y aller, mais voilà, il y a cet ennemi unique qui on doit quelque part essayer de freiner, de réduire, et puis surtout, et ce qui fait en général, ce qui attire l'attention en général de tout le monde, c'est plutôt comment faire face aux effets du changement climatique. Alors, bien évidemment, quand on parle des risques naturels, c'est des risques qui ont toujours existé, comme on disait tout à l'heure. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'enjeu, bah, finalement, il n'y a pas de catastrophe. Mais les événements ont été là de tout temps. Cependant, ce qu'on nous dit, c'est que ces événements-là vont devenir peut-être plus fréquents, peut-être changement des saisons, peut-être aussi plus importants. Donc là, on est plus dans une logique des protections. Et là, bon, les termes qu'on utilise techniquement, réduire, diminuer la vulnérabilité, voilà, moi j'utiliserai le terme qu'on utilise dans notre discipline, c'est surtout comment limiter, comment se protéger finalement. Alors, c'est protéger individuellement, mais collectivement également. Et donc l'adaptation, grande question, finalement, est-ce que c'est atténuer, est-ce que c'est se protéger, est-ce que c'est faire avec, voilà, qu'est-ce qu'on entend par adaptation? Et là, effectivement, nous aurons des approches, des perspectives, des discours différents. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce n'est pas du tout nouveau cette histoire. C'est-à-dire, et là, je vous parle d'une théorie, et vous voyez déjà en 1978, on parlait de ce que je viens de dire tout à l'heure, de changement de paradigme. Et la NEP était, si vous voulez, alors là, Riel Dunlap et Ken Van Leer, un sociologue et un psychologue, qui ont commencé à poser, on va dire, théoriquement ces questions-là, et d'ailleurs ont construit le premier outil de mesure de ce qu'on appelle les attitudes pro-environnementales. Donc le nouveau paradigme écologique, en fait, tout simplement, essayer d'interroger ce qui, à l'époque, alors pourquoi j'ai mis ici, un mouvement des prises de conscience, on va dire notamment dans les élites scientifiques, qui avait quelque chose qui n'allait pas aller par la suite, c'est-à-dire une limite à la croissance, et voilà qu'on commence donc le sommet de la Terre et tous les événements qui ont continué pour donner naissance au GIEC et à tous les sommets, développement durable en 91, le concept de développement durable en 91, etc. Voilà. Donc il y a tout un parcours historique ici, mais on était déjà à s'interroger dans notre discipline cette histoire, cette injonction plutôt paradoxale du mode de vie occidental qui opposait d'une part donc une norme de consommation, donc on est en plein dans une idée des croissances, des progrès, d'économie libérale, etc. Donc on était tous, entre guillemets, poussés, les sociétés occidentales poussées à aller dans cette
direction-là, et en même temps, enfin, paradoxalement aussi, dans une prise de conscience, une norme écologique qui nous dit, voilà, donc exprimée dans ces grands apports internationaux, hein, qu'il y a des limites à la croissance et qu'il faut prendre conscience de là. Donc cette prise de conscience qui s'exprime ici dans des visions, tout simplement, du monde. Qui dit vision dit aussi valeur, hein, donc une façon de concevoir la chose, la place de l'humain dans la planète, une vision anthropocentrée. Donc la planète est une simple ressource en fait pour satisfaire, excuse-moi, il y a des hispanismes qui sortent, satisfaire nos besoins, nos désirs, et puis une vision plus écologique qui essaye d'intégrer voilà, cette réalité, cette nouvelle réalité écologique. Donc c'est pourquoi on parle depuis très longtemps, depuis les années 70. Donc j'aime bien le dire parce que effectivement là, ça nous rappelle que c'est pas si nouveau que ça, quoique on nous dit voilà, on vient de découvrir quelque chose. Depuis les années 70, donc la psychologie environnementale essaye de conceptualiser tout cela. Donc on parlait pendant très longtemps des comportements pro-environnementaux. On s'intéressait surtout à l'environnement construit. Et voilà qu'on va le définir comme un comportement adopté par un individu qui décide de façon consciente, vous voyez, on est dans cette prise de conscience, de minimiser ses impacts négatifs sur les milieux naturels ou construits. Bon, un peu plus tard, on va parler plutôt, pour intégrer l'idée, la notion de développement durable, on parlera donc plutôt des comportements durables. Et donc là, ça serait la même chose, mais dans l'idée aussi d'un bien-être individuel et social des générations actuelles et futur. Donc là, on intègre cette dimension du développement durable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameux comportements pro-environnementaux, dont on nous fait un peu trop la morale actuellement, hein, et dont je sais pertinemment, certains, ça commence un peu à les, excusez-moi l'expression, à nous gonfler, n'est-ce pas, nous faire le bon et le mauvais citoyen, c'est-à-dire c'est devenu une norme sociale. Il se trouve en fait que depuis un certain temps, on essaye de les catégoriser, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que parfois on essaye de nous le présenter. Déjà, il faut tenir compte en fait de l'impact des comportements. Il peut s'agir d'un impact direct, d'un impact indirect. J'en dirai un petit peu plus. Mais il peut aussi, ces comportements pro-environnementaux que l'on peut objectivement observer, mettre en place, peuvent être intentionnels ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens que, de par leur mode de vie, on pourrait dire que sans se revendiquer comme cela, sont déjà dans une démarche pro-environnementale. C'est-à-dire les gens qui consomment moins, les gens qui... Voilà, je pense, excuse-moi, j'utilise un exemple très personnel, mon père. C'est pas lui qui va dire qu'il est écolo, mais il est assez frugal en fait depuis toujours. Et effectivement, c'est pas lui qui va acheter des trucs dont il n'a pas besoin, etc. Donc, sans se réclamer, je pense toujours à mon père quand je pense à ces choses-là. Donc, ça peut être direct ou indirect, l'impact, mais du fait de se manifester, se déclarer ou pas comme cela. Bon. Si on croit cette grille de lecture proposée par Stern, qui est un collègue des Pays-Bas, on peut identifier 4 catégories des comportements pro-environnementaux. Et ici, on parle d'atténuation, n'est-ce pas? On est dans l'idée d'adaptation, plutôt atténuation, plutôt changement de modèle. Alors, j'ai mis celle-ci, qui est un peu en bas de ma liste, une couleur différente, parce que, vous en conviendrez, c'est un peu là où on va plutôt se focaliser quand on parle des comportements pro-environnementaux, c'est-à-dire les comportements de la sphère privée. Donc, vous me voyez venir, ici je vous propose de ne plus opposer individu au collectif, parce que nous en psychologie sociale, honnêtement, on ne sait pas trop à quoi ça renvoie. Je vous propose, pour être un peu plus clair, de parler plutôt des sphères privées et sphères publiques. Ça, pour le coup, ça peut être un peu plus simple à observer et analyser. Donc en fait, quand on parle d'éco-gestes, pour être clair, on est plutôt dans cette catégorie, mais ce n'est qu'une catégorie parmi d'autres, en fait, des comportements pro-environnementaux développés dans les sphères privées, le tri, le transport, c'est-à-dire des choix personnels. Bon, également, comme peut-être, je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ça commence un peu à peser, nous on comprend parfaitement, parce que c'est vrai qu'on fait peser, enfin on porte le poids sur ces choix individuels, parfois très contraints, etc. Donc on crée une forme de culpabilité, etc.
C'est vrai que ce n'est pas très productif de le voir ainsi. Cependant, on voit bien qu'il y a aussi un effort, une conscience, on l'a fait tous tout à l'heure, on trie nos déchets, etc. Voilà un niveau des comportements pro-environnementaux. Mais il y a aussi les comportements que on met en place dans nos organisations, dans les sphères du travail. Et d'ailleurs, comme diront certains des collègues, c'est même là où on passe le plus du temps, où on va consommer le plus d'énergie, etc. Donc, cantonner les comportements pro-environnementaux à la sphère privée est très réducteur. Donc il faudra quand même penser que cette logique-là, il faudra l'amener aussi dans nos lieux de travail, mais également il faudra penser, comme je disais tout à l'heure, de façon directe ou indirecte, à des dimensions plus sociales, voire sociétales. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des choix que l'on fait des consommations ou des traitements des déchets à la maison ou d'économie d'énergie dans les sphères privées, mais également des choix que l'on fait politiques, par exemple, ou d'actions collectives. Donc, participer activement à une organisation ou manifestation de défense de l'environnement est considéré comme un comportement pro-environnemental, tout comme, par exemple, soutenir des organisations de façon indirecte par des aides économiques, etc. Bon, j'espère être clair, mais la chose est bien plus complète. Effectivement, quand on pense à un comportement écologique, il y a tous ces vastes programmes. Alors, s'adapter, ça veut dire changer, éventuellement. Donc là, toujours dans cette idée de transformer quelque chose. Et la fameuse question, pourquoi les gens n'y vont pas, pourquoi on a du mal à impliquer les gens. On a fait, dans la communauté scientifique, on arrive à identifier aujourd'hui ce qu'on appelle des barrières psychosociales, donc à la fois psychologiques et sociales. Vous voyez que nous, on a du mal quand même à distinguer, à opposer. Ça, c'est pas, excusez-moi, très malin. On va être un peu plus malin, on va intégrer tout cela, donc des barrières psychosociales. Et puis, je dirais un mot sur l'éco-anxiété, puisque je pense on ne peut pas passer dessus. Alors, il s'agit des 6 barrières qu'on a identifié, bien documenté dans la littérature. Là, je me base en fait d'une revue de la littérature qui a été faite par des collègues. Et je me mets en opposition, c'est pourquoi je mets un différent, à ce regard que, alors je trouve ce documentaire, si des fois vous ne l'avez pas vu et si vous avez envie de le voir, alors je ne sais plus s'il est toujours accessible en fait sur Arte, Mon cerveau fait l'autruche, en parlant du climat. Parce qu'en fait, c'est une tentative en fait, de essentialiser la réflexion, les problématiques, et surtout, comme pour pas mal des choses en fait en ce moment, ramener tout à l'écorrelat en fait cérébral. C'est-à-dire, c'est un problème un peu organique. Pour le dire peut-être encore plus bêtement, ça serait comme dire en fait finalement on est mal fait et on est condamné. Pour ça. Donc c'est vrai que c'est très simplificateur, très réducteur et surtout très dangereux parce que ça bloque l'action. C'est une prise de position qui est discutée, discutable et qui effectivement est source de débat dans ma communauté scientifique, si vous permettez. Voilà, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que quand on regarde d'ailleurs le documentaire, finalement, qu'est-ce que j'entends? Toutes ces théories psychologiques en fait. Donc ils veulent nous parler du cerveau, mais en fait, le cerveau, on l'oublie rapidement et on parle des psychologies. On parle des quoi? On parle des aspects cognitifs, on parle des barrières affectives, on parle des barrières motivationnelles, des barrières sociales, politiques et comportementales. Je veux dire un petit mot sur chacune, si vous permettez, pour éventuellement les expliquer. Peut-être que ça va nous parler. Alors, les barrières cognitives. Je commence par peut-être ceux qui nous parlent le plus parce que on utilise beaucoup, c'est devenu un peu à la mode. D'ailleurs, pendant l'époque de la Covid, j'entendais tellement, alors les médias, les journalistes, je pense que ça leur a plu, cette histoire, et on parlait beaucoup des biais cognitifs. Vous avez entendu, maintenant tout le monde parle des biais cognitifs. L'autre jour, pareil, il y a un élu qui disait, oui, c'est de la dissonance cognitive. Waouh, c'est bien. Mais voilà, à quoi ça renvoie? Donc, cette barrière cognitive, en fait, ça fait référence à comment, alors là, pour le coup, le cerveau, donc l'humain, en fait, traite l'information, mais de façon sélective. Voilà. Donc là, on est clair, on ne traite pas tous l'information, les mêmes informations déjà, et puis peut-être pas forcément de la même façon. Donc on va parler des biais, et notamment des biais des confirmations, c'est-à-dire que nous aurons tendance, je dis bien tendance, à chercher des informations qui viennent affirmer ce que je pense déjà.
hein. Donc, les croyances préexistantes sont très importantes ici. Alors, globalement, c'est considéré ou défini dans notre littérature comme une sorte de distorsion. C'est compliqué de le voir ainsi parce que ça voudrait dire, comme je disais tout à l'heure, il y a une malformation de base en fait. Non, c'est tout simplement un fonctionnement cognitif, c'est une logique qui éventuellement s'oppose un peu à la logique du traitement de l'information de la science. Donc presque on est en train d'opposer la logique formelle de la logique un peu informelle et qui est quelque part donc biaisée, mais dans le sens, c'est une forme de traitement de l'information. Alors ce qu'on retient ici en termes des résultats, de toutes les études en fait, enfin une grande majorité qui travaillent sur ces questions-là, je ne sais pas si l'image vous évoque quelque chose. Je ne crois pas au changement climatique avec l'eau qui monte, donc voilà, c'est un peu ça, c'est la réalité, mais voilà ce que je pense de la réalité. Donc les personnes les plus inquiètes par le changement climatique sont plus attentives aux informations concernant le climat. Donc ça confirme ce biais de confirmation, excusez-moi la redondance. On aura tendance à aller chercher des informations, à utiliser des informations qui nous parlent déjà. Les barrières affectives, parce qu'on a beaucoup d'intérêt actuellement, on n'a pas d'émotion. Donc là, c'est tout ce qui l'expérience directe en fait finalement. D'ailleurs, même de façon un peu spontanée, on le pense tous, on le dit. Si on n'a pas vécu quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, là, on fait référence à cela. Ça ne nous parle pas plus, ça ne nous touche pas dans la chair, comme on dirait aussi, plus que ça. Donc voilà, ça fait référence, ces barrières affectives, à cette forme d'empathie, à cette forme de compréhension sensible de la réalité. Et donc, en termes de toutes les émotions qui peuvent engendrer ou pas, parce que d'ailleurs, certaines émotions peuvent aussi être, éviter, empêcher le comportement, l'action. Donc, c'est tout cet univers-là qui nous intéresse. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes n'a pas été jusque-là suffisant pour motiver systématiquement des changements d'opinion ou de comportement. C'est-à-dire, en général, c'est toujours les personnes qui sont déjà inquiètes qui se mobilisent. Après les canicules de l'été dernier, excusez-moi, petite parenthèse, illustration, on a été beaucoup sollicité par des médias, on a eu des entretiens, d'ailleurs une petite note sur Le Monde est sortie, etc., pour nous poser la question, est-ce que ça y est, c'est maintenant, tout le monde a compris, c'était l'électrochoc, c'était le terme qui était utilisé, vous voyez l'image, est-ce que cet événement, est-ce que ça y est, ça nous touche? Et maintenant, le changement arrive. Je pense que la réponse que j'ai donnée à l'époque, on l'observe aujourd'hui. Pas encore. Ou en tout cas, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on le sait pertinemment, l'aspect affectif, c'est pourquoi quand on parle de ça, a un intérêt limité. C'est-à-dire que ça peut mobiliser sur le coup. C'est très circonstanciel. Cependant, ce n'est pas suffisant. Ça peut être important, mais ne pas suffisant pour déclencher quelque chose de plus durable. Donc ça nous intéresse, mais attention, pas tout seul, il y a plus que ça. Parce qu'il y a aussi les barrières donc, motivationnelles, tout ça c'est connecté bien entendu. Donc ici on parle des valeurs. Et on sait très bien et pertinemment que culturellement parlant, socialement parlant, nous nous distinguons entre nous aussi parce que nous avons des valeurs, des visions des choses qui peuvent être différentes. On peut, si vous voulez, on oppose en général des valeurs plutôt altruistes à des valeurs égoïstes. Et je pense que pas besoin d'expliquer, d'en dire plus. Donc ça fait des différences entre nous, mais comme je dis, entre nous, ce n'est pas sur le plan individuel, mais sur le plan aussi collectif. Et donc on sait pertinemment que les personnes qui, par exemple, approuvent des hiérarchies sociales fortes, qui s'opposent à la réglementation gouvernementale, sont moins motivées pour croire que l'atténuation du changement climatique est nécessaire et urgent. Vous voyez un peu, voilà un peu un tableau en termes des valeurs, des motivations qui peuvent expliquer le pourquoi certaines personnes soutiennent ou pas des politiques dans ce sens ou pas. Les barrières sociales, parce qu'effectivement, nous sommes très sensibles aux autres. Il y a d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, il y a d'ailleurs en fait un phénomène que l'on appelle la comparaison sociale, parce que finalement, nos choix, nos opinions, mais aussi nos actions, sont pas mal déterminés par ce que nous observons de ce qui font les autres ou de ce que nous pensons, en fait, les autres attendent de moi. Ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle la norme sociale. Donc, en fait, il y a des normes descriptives qui nous disent un peu
ça, on l'intègre hein, depuis tout petit, d'ailleurs, ce que les gens attendent de moi, hein, en fonction de mon rôle, de mon statut, etc. Et les normes adjectives, comme je disais tout à l'heure, par rapport au comportement, hein, ça commence un peu à nous gonfler, mais voilà, c'est des injonctions, c'est normatif, c'est un peu ce qu'on devrait faire, le politiquement correct, etc., etc. Donc, les normes sociales, c'est un levier très important. D'ailleurs, je m'arrête là pour vous dire, si ça nous intéresse, plus que les émotions, plus que les injonctions, la façon de communiquer, etc., j'ai envie de le dire comme ça, c'est là où ça se passe. C'est là où on voit les meilleurs résultats pour des expérimentations qui ont été menées. C'est-à-dire que les normes tendancielles, c'est-à-dire ce qui signale un petit peu ce que de plus en plus les personnes adoptent en tant que comportement, c'est ça qui encourage davantage l'adoption d'actions pro-environnementales. C'est-à-dire que si je vois que les autres font, il est fort probable que j'ai envie d'y aller aussi. Et si mieux encore, on fait ensemble, ah bah là c'est plus durable mais encore. Donc voilà, petit conseil, si besoin on en rediscute, mais si un levier le plus intéressant à utiliser dans ces programmes-là, c'est ça, c'est la partie sociale. C'est ce qu'on appelle donc les normes sociales. Et bien évidemment, ici, on est en train de parler des collectifs, des groupes. Je termine pas encore, excusez-moi, avec les barrières politiques. Où effectivement, alors c'est des recherches qui nous viennent surtout de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui commencent de plus en plus à se faire en Europe et particulièrement en France, parce que dans la culture française, effectivement, c'était tabou. En fait, on ne regardait pas trop quel rôle peut avoir justement et l'appartenance politique, pour ne pas dire la militance, mais notamment l'identification idéologique avec un mouvement ou parti politique, et l'influence des élites. Donc c'est clair, aujourd'hui, l'identité partisane est une des identités des groupes les plus marquantes dans le jugement et la décision. On parle beaucoup des polarisations politiques, hein, on le voit beaucoup, on regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est vrai qu'on commence à l'observer déjà bien donc, chez nous. Donc cette polarisation, typiquement, aux États-Unis, c'est les républicains ont 6 fois plus susceptibles en fait, au rejet du changement climatique, alors on les appellera les climato-sceptiques, etc., et que les démocrates, par exemple. Donc on voit bien que l'appartenance politique joue un rôle important, tout comme le rôle des élites. C'est-à-dire que les élites constituent pour nous aussi, les décideurs en fait, politiques constituent pour nous aussi une marque des choses. C'est-à-dire qu'on aura tendance à accepter des normes, des mesures, des comportements s'ils sont donnés par nos leaders politiques. Donc il y a cette influence politique-là. Et finalement, les barrières comportementales, parce que c'est vrai que dès le début, on parle de comportement, mais il faut savoir que changer un comportement, il n'y a rien de plus difficile. Alors, non seulement par toutes ces barrières que je viens d'évoquer, mais surtout parce que nos comportements les plus ancrés, en fait, ils sont liés par l'habitude, sont automatiques. On n'y réfléchit plus, en fait, pour certaines choses. Ou y réfléchir demande c'est un coût, en fait, un coût psychologique, cognitif, affectif. La voiture ou le vélo. Enfin, voilà. Voilà, vous voyez, j'achète pas. Donc, il y a des comportements liés aux habitudes qui sont difficiles. Il y a aussi une fossé. Ça, c'est le classique en psychologie. Nous, on travaille finalement sur l'intention du comportement, pas forcément sur le comportement. Et il y a en fait un gap toujours entre ce qu'on sait qu'on devrait faire, l'attitude, et ce que l'on fait, in fine. Vous voyez ? Et donc, ces fossés-là, c'est très compliqué à observer. Donc, globalement, l'idée, c'est que les habitudes, des comportements considérés comme non durables ou non respectueux de l'environnement, sont renforcés par ce qu'on appelle une architecture d'habitude. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un comportement, c'est un ensemble de comportements qu'il faudra changer, ce qui est très coûteux d'un point de vue, comme je le disais, donc psychologique. Ce qui arrive, en fait, c'est qu'il faut provoquer des ruptures, en fait, tout simplement. Alors, des ruptures qui vont, des discontinuités de ces habitudes. Alors, bien entendu, l'idée ici, ce n'est pas de tout changer, de faire des grands bouleversements de la vie, mais c'est vrai qu'on a tous plus ou moins connu des bouleversements. Alors, la pandémie, ça a été un bouleversement qui nous a touchés tous, et il y a quelques habitudes qui ont changé depuis. On pourrait peut-être les identifier. Les villes se sont adaptées, les individus, les familles, il y a eu des changements d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il peut y avoir d'autres, en fait. On déménage, on change des villes, on change des travails, etc. Donc, n'importe quel changement de la vie est un bon moment éventuellement pour changer cette architecture d'habitude.
En général, ça ne vient pas tout seul, comme on dit, ou spontanément. Voilà. Petit mot sur l'éco-anxiété. Je pense que je ne vais pas tout traiter ce que j'avais prévu. Finalement, le temps passe plus vite qu'on l'imagine d'habitude. Alors, l'idée de l'éco-anxiété, dans toutes ces préoccupations ou tous ces apports de la psychologie, en fait, toutes ces barrières, mais qui sont aussi entendues comme des leviers. J'en ai fait la publicité d'un levier qui me paraît peut-être le plus intéressant et le plus riche actuellement. Cependant, on est face à cet aspect de l'éco-anxiété. C'est un terme, disons clairement, qui a été qui a été surtout popularisé dans les médias avant qu'il ne devienne un concept théorique, qu'il ne soit traité comme tel par les disciplines scientifiques, notamment la psychologie. Alors, vous avez là un petit panel des définitions qui nous montre au fait qu'il n'y a pas de consensus sur l'éco-anxiété. Certains vont parler, inquiétude, anxiété, oui, réaction émotionnelle négative, anxiété, peur chronique, inquiétude encore. Mais pour certains, ça vient du changement climatique en général. Et certains d'autres pensent à un changement de l'environnement naturel global et d'autres penseront plus à des catastrophes environnementales. Donc, ok, on est d'accord sur inquiétude, anxiété, émotion négative, certes, mais quelle est la source? Donc, voilà, il n'y a pas encore de consensus. D'ailleurs, il faut dire qu'il n'y a pas de définition clinique à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être, entre guillemets, diagnostiqué à proprement parler éco-anxieux, même si on se déclare éco-anxieux. Et d'ailleurs, je le vois de plus en plus, parfois dans les médias, dans les débats, oui, les gens disent, puisque je suis éco-anxieux, etc., etc. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas ça l'intérêt. Ça, pour nous, c'est important et on discute avec les psychiatres, etc. Est-ce qu'on va pouvoir effectivement parler d'une forme pathologique de l'éco-anxiété? Mais ce n'est pas ça qui est important, comme je disais, c'est le fait de savoir que ça existe et que ça exprime une malaise sociale, une malaise en fait individuelle liée à toutes ces transformations et ces crises dont on parlait au début. Éventuellement, ce que nous, on peut dire, ça c'est des résultats de nos recherches, c'est qu'avant de parler d'éco-anxiété, il faut parler d'éco-inquiétude. Certains diront de la clairvoyance de l'époque. C'est-à-dire que, comme dirait une chercheuse, Susan Clayton, que vous avez vu dans les définitions, on l'a invitée chez nous à Nîmes et elle nous disait très brillamment, en fait, elle disait, mais en fait, c'est normal d'être inquiet aujourd'hui. C'est l'inverse qui serait bizarre, non? C'est l'inverse qui serait pas normal. Donc se déclarer aujourd'hui à minima éco-inquiet, c'est plutôt normal. Vous voyez un petit peu comment l'éco-anxiété est devenue une forme de maladie de l'époque, alors que ne pas le être serait bizarre. Parce qu'il faut quand même être à minima inquiet. Donc l'éco-inquiétude, finalement, est créée par une perception d'une crise environnementale, que ce soit climatique, de la biodiversité, qui va nous inquiéter et qui va engendrer effectivement des comportements pro-environnement, des formes d'engagement dans cela. Donc, dans ce sens-là, on peut considérer que c'est un peu salutaire, que c'est un peu positif. Cependant, cette éco-inquiétude, éco-worry, peut évoluer, si je ne veux pas dire dégénérer, dans une forme d'anxiété un peu invalidante, comme ils diront mes collègues cliniciens, du fait, alors, on a fait l'hypothèse que c'est parce qu'il y a des gens qui sont à la base déjà un peu anxieux. Donc on a testé l'hypothèse de l'anxiété c'est-à-dire est-ce qu'il y a un effet particulier du fait d'être déjà un petit peu anxieux de base? Parce que certains dans le débat diront oui, mais c'est des gens qui sont anxieux pour ça ou pour autre chose, c'est pareil. En fait non. C'est très minime, c'est-à-dire les gens qui sont, oui, à la base un peu anxieux, ce n'est pas ça qui va expliquer fondamentalement le fait qu'ils deviennent éco-anxieux, mais ça va être surtout le fait de considérer un peu une forme d'inertie sociale. C'est-à-dire que c'est cette inertie sociale, le fait que les autres à tout niveau, les autres mes pairs, mais les autres au niveau aussi institutionnel, ne se mobilisent pas suffisamment, qui crée cette anxiété. Je ne sais pas si vous voyez mon raisonnement. Ce qu'on retient finalement ici, c'est que ce n'est pas tant être clairvoyant sur les problématiques de l'époque, mais plutôt le fait qu'on ne voit pas comment on va s'en sortir socialement, qui peut créer cette forme d'anxiété.
Donc voilà sur l'aspect plutôt global de la chose, les problèmes climatiques, ces fameuses crises qui ne sont plus des crises, mais des nouvelles normalités, hein, finalement des nouvelles réalités, mais auxquelles il va falloir s'adapter. On va parler des choses un peu plus précises, donc les risques, les effets de ces changements climatiques. Et l'idée, en fait, ce que c'est, alors là, pour le coup, ce n'est plus d'échanger, quoique on a vu que oui, on peut encore s'améliorer, changer et nos villes, et d'ailleurs aussi nos maisons, et nos comportements, pourquoi pas, mais dans l'idée qu'on est déjà dans un stade où on ne peut plus revenir en arrière et il va falloir commencer à faire avec. Ce qui est donc déjà le fait de l'assumer, je ne dis pas l'accepter, mais de l'assumer, c'est déjà important, même sur le plan politique comme individuel. Donc là, c'est plus le fait de savoir qu'on doit finalement faire avec. Alors, comment on se positionne à ces niveaux d'analyse? Donc effectivement, on disait, et il s'agit d'ailleurs, comme ça a été dit dans l'introduction, à chaque fois qu'on parle de ces problématiques-là, on y est, hein, et avant de s'interroger, les jugements, les prises de décisions, pourquoi les gens font pas, qu'est-ce qui leur passe dans la tête, pourquoi, voilà, comment communiquer, comment faire pédagogique, voilà. Donc, il s'agit de toutes ces questions-là, des grandes questions finalement. Alors, notre lecture de la chose est la suivante. Nous avons, si vous voulez, en fait, dans la difficulté à avancer dans ces processus-là, c'est une distance qui pourrait se créer entre ces trois grands systèmes, ces trois grandes, d'ailleurs, catégories d'acteurs. Nous avons les systèmes d'appréciation scientifique qui nous disent, voilà, comme on l'a entendu tout à l'heure, hein, on sait faire, on modélise, on sait à quelle heure ça arrive, donc, voilà, et on peut intégrer une certaine, ça m'échappe le terme, incertitude, hein, que l'on calcule également, etc. Donc il y a cette connaissance objective, objectivable, voilà, des situations, des événements. Nous avons la gestion donc politique, administrative, des politiques, des services de l'État, etc., qui ont aussi des règles claires, hein, il y a la norme, donc il y a des repères, hein, dans l'action, dans la compréhension, etc. Par contre, il arrive donc ce qu'on appelle maintenant la perception sociale. Alors, quels sont les repères de ces gens-là? Donc, autant le repère de la science, la méthode, les maths, la statistique, etc., les repères de la norme, etc., des fonctionnements des institutions, et ici. Donc, ce que je disais au début, c'est presque une sorte de boîte noire, en fait, des choses un peu incomprises, parce qu'in fine, nous sommes tous là. Les personnes d'ici et d'ici se trouvent aussi là, en fait. Donc, c'est un peu l'engrenage de tout cela qui pose question pour nous. Alors, en général, notre positionnement en termes des sciences sociales et humaines, c'est, alors je ne dis pas que les autres sont inhumaines, hein, mais bon, le terme son piège parfois, mais quand on se focalise sur cet aspect humain, bah, c'est vrai qu'on va s'intéresser surtout à ces personnes qui n'ont pas ces repères comme les autres, mais surtout on s'inquiète à savoir comment on va faire fonctionner cette machine en fait, qui devrait fonctionner, comme ça a été dit aussi à la fin du débat tout à l'heure. Comme je disais, donc, la question pour nous, c'est la vulnérabilité. Parce que, par exemple, nous, on ne va pas s'intéresser à l'aléa, hein, ce n'est pas nous qui allons modéliser la crue, etc. Non, ce n'est pas nous, on va s'intéresser donc à la vulnérabilité. Une vulnérabilité qui est objectivable, donc on parlera d'une évaluation objective. On saura combien ça va nous coûter, peut-être combien ça va mettre du temps pour reconstruire, etc. Voyez, on peut objectiver tout ça. Mais il y a toujours encore une dimension, on va dire, subjective. Je mets entre guillemets parce qu'effectivement, ces termes sont parfois un peu pièges. Et c'est cette dimension-là qui nous intéresse, nous particulièrement. J'ai évoqué déjà des croyances, des représentations. Je peux rouler dans ma voiture en faisant l'exercice tout à l'heure. J'entendais la dame pour la porte et la crue qui monte, en fait, qui disait, oui, voilà, les gens pensent que parce qu'ils sont dans une grosse voiture, on a tendance à se enfermer dans la voiture et on a ce sentiment que rien ne peut nous arriver. Parce qu'en plus, j'ai une grosse voiture, etc. J'ai envie de le dire, mais bon, ça, nous, on l'appelle ça un sentiment d'invulnérabilité. C'est-à-dire, c'est une variable psychologique, vous voyez, que l'on peut étudier, que l'on doit étudier. Donc, à chaque fois qu'on exprime des choses, il y a une connaissance derrière tout ça. Donc, on va s'intéresser à ça, à des comportements, des risques. Même si l'eau commence à monter, j'y vais dans le tunnel, hein, dans le Gard, effectivement, quand on travaille avec les pompiers, par exemple, voilà, ils nous disent, mais qu'est-ce qui se passe avec les gens?
on leur met la barrière, ils détournent, ils y vont quand même, et après nous, voilà la photo, il faut qu'on aille sortir la voiture parce qu'à un moment donné, etc. On leur dit qu'en 5 minutes, c'est plus possible, les gens, ils y vont quand même. Donc voilà ce qui nous intéresse, comment les gens se positionnent par rapport à tout cela. Et le terme qu'on utilise d'habitude, alors, je vais faire une petite précision, il s'agit des perceptions, mais qu'est-ce que c'est que la perception? Parce qu'en fait, ça peut être une notion un peu trompeuse. C'est vrai que c'est des termes un peu qu'on utilise sans trop savoir ce qu'on met derrière. Donc on va faire une petite précision, justement, la perception, c'est un mode de connaissance qui définit notre relation phénoménologique avec le monde. Pour le dire plus simplement, voilà, ça passe par les sens. Ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, ce que je sens, la fumée, etc. Donc la perception, stricto sensus, renvoie à cela. C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup pour parler plutôt de ce que nous, on appelle l'évaluation du risque. Parce qu'en fait, ce n'est pas que l'aspect sensoriel qui est en question ici. Je conçois, je aperçois, je vois ou pas le risque, mais plutôt quelle connaissance, quel jugement nous avons par rapport à un événement qui nous est annoncé comme une menace. Donc, c'est vraiment plus l'évaluation que nous faisons, et notamment monsieur et madame tout le monde, sans être l'expert ni le politique éventuellement, avec les informations que nous avons et avec les expériences que nous avons, expériences directes ou indirectes, encore une fois. Donc voilà, c'est ces processus cognitifs, affectifs qui nous intéressent, mais également le contexte social, voire médiatique, et également le contexte environnemental. Ce n'est pas la même chose d'être en plaine, littoral, en montagne, en désert, en territoire. Voilà. Donc, quand on parle des perceptions du risque, alors si vous voulez, on peut continuer à parler de perception du risque, mais on saura que maintenant ce qu'on met derrière ce terme-là. Il y a 2 facteurs qui le déterminent globalement, c'est l'évaluation. Vous voyez, on fait un traitement de l'information, comme je disais depuis le début, de la probabilité, donc la possibilité qu'un événement non souhaitable se produise. Et là, ce que je veux dire, c'est que même si on me dit « attention, risque telle chose », est-ce que, de par mes informations, de par mon expérience, je conçois, j'adhère à cette information? C'est là où on voit effectivement des limites. Parce que parfois, les gens disent « oui, mais ils exagèrent. Oui, ça, on a déjà connu. Oui, ça, on a déjà entendu. » Vous voyez un peu l'idée? On se positionne. Et donc là, ici, je ne suis pas en train de parler, j'insiste, sur une évaluation objective, mais plutôt subjective de la chose. Donc la probabilité, mais également la gravité. L'idée, la possibilité, en fait, que des effets, des conséquences, en fait, négatives peuvent apparaître et qu'elles soient importantes. Et du coup, après, nous avons, je vais passer à cette image, une façon d'intégrer, voilà, s'il s'agit des risques courants, des risques moyens, des risques majeurs, bien évidemment, ça va être différent, et on va avoir une acceptation plus ou moins importante de ces événements-là. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a des paradigmes les plus classiques chez nous, c'est ce qu'on appelle l'utilité perçue. Et d'ailleurs, le terme de l'acceptation ou l'acceptabilité nous vient de ce paradigme, en fait, parce qu'il y a des risques, ou un certain risque qui peut être accepté ou acceptable. Mais en fait, le problème ici, c'est que, voilà, ça nous vient voilà, de l'analyse un peu économique de la chose, coût-bénéfice, comme on dit, n'est-ce pas? On essaye d'équilibrer, bon, cette maison, elle s'inonde, mais du coup, j'ai tout mon réseau, j'ai une belle vue, etc. Coût-bénéfice, vous voyez, on commence à évaluer les choses dans ce sens-là. Le problème, le limite en fait de ces paradigmes, c'est le fait justement que cette évaluation est faite de façon un peu hâtive, spontanée. C'est-à-dire que nous n'avons pas forcément les moyens, alors là je parle de personnes non expertes en fait, de comment évaluer finalement cette probabilité ou le risque. Donc cette problématique, et c'est pourquoi parfois, alors je l'observe dans le terrain, ça choque parfois entre l'expert et les personnes. J'ai assisté à des gens qui ont demandé des diagnostics, par exemple, des réductions de la vulnérabilité, où on leur a dit, voilà, telle chose, et puis les gens disent, bah non, en fait, moi, je vois telle chose, vous voyez. Donc, c'est l'évaluation qui est faite objectivement versus l'évaluation qui est faite individuellement. Et puis, surtout, je termine avec ça, désolé, les caractéristiques psychosociales jouent un rôle important, c'est-à-dire la place que nous avons dans la société, ce que nous sommes, en fait, quelque part, les émotions, l'expérience, les croyances, la tendance à banaliser
la tendance à s'habituer aussi, hein, du fait d'habiter depuis toujours. Donc le temps passé, par exemple, dans une zone à risque est importante et nécessairement prise en compte. Les caractéristiques du risque, s'il s'agit, comme je disais tout à l'heure, des événements connus. L'inondation, par exemple, constitue peut-être le risque naturel le plus connu, le plus fréquent, ce qui fait qu'il y a une sorte de culture de risque qui va s'appliquer beaucoup plus facile. Mais le cyclone, par exemple, on parlait tout à l'heure, d'autres risques en fait plus rares, des accidents industriels, vous voyez, là c'est autre chose. Donc les caractéristiques du risque vont jouer beaucoup aussi dans l'évaluation qui est faite. Et puis les distorsions et les biais, notamment, et ça va être un peu l'idée globale, nous avons une tendance quand même à être plutôt optimiste, quoi que l'on dise. Et finalement, en fait, c'est une forme de stratégie adaptative, quand je dis là, stratégie adaptative psychologique, que de nous protéger émotionnellement à l'annonce en fait d'une catastrophe, à l'annonce en fait d'une menace. C'est-à-dire que nous avons tendance à mettre en place des stratégies pour sous-estimer en fait finalement la menace. C'est un peu un élément un peu spontané, automatique, qui peut évoluer et c'est cette évolution-là qu'il faut accompagner. Mais la tendance, c'est par exemple à surestimer une sorte de confiance, un sentiment, je disais tout à l'heure, d'invulnérabilité. D'ailleurs, certains diront une illusion d'invulnérabilité. Hein. Mon exemple de la voiture, la grosse voiture pour traverser l'inondation. Et finalement, un biais d'optimisme social qui est très fréquent. Voilà, surtout, ça arrive chez les autres, moins chez moi. Et cet optimisme social évolue aussi dans le temps et dans l'espace. Ça arrive ailleurs, pas chez nous. Ça arrive dans une autre époque, pas maintenant. Et donc, c'est projeté est très compliqué, se anticiper est très complexe. C'est quelque chose qui est très coûteux en fait, d'un point de vue psychologique, et par là j'entends cognitivement parlant et affectivement parlant, parce que ça crée des émotions négatives qui nous bloquent un peu et que l'on va essayer de minimiser, mais surtout, et là l'idée de la temporalité, par exemple, nous dit dans les cartes des risques, 2050, j'évoquais tout à l'heure, 2100, il n'y a rien de plus difficile que de se représenter le temps. Alors le temps passé, un peu plus facile, parce qu'il y a quelque chose, des référents, des cartes, etc., et on arrive, les photos de famille, quand j'étais petit, etc. Mais le futur, comment on va se le représenter? Donc c'est la fiction, tout simplement. Voilà, je termine avec l'idée suivante. Donc, il y a un travail important à faire sur la compréhension de ces mécanismes psychologiques et sociaux pour peut-être mieux cibler nos stratégies de communication, des partages, pour pouvoir peut-être être un peu plus habiles et plus percutants lorsque nous faisons voilà, tout ce travail d'interaction, des partages, des prises de décisions. Donc c'est sur l'intelligence collective qu'il faut jouer, mais une intelligence collective nourrie des données vérifiables et valides, et ensuite aussi de tenir compte finalement de ces caractéristiques, on va dire, psychologiques. La place de la nature reste fondamentale. D'ailleurs, ça a été un peu le message à la fin tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que la nature nous protège, il faut quelque part protéger la nature. Psychologiquement parlant, il n'y a rien qui nous apporte plus de bien-être d'ailleurs que ces éléments de nature. Voilà, je m'arrête là, même si j'avais encore énormément de choses, mais comme je suis un prof, je vous disais, on pense qu'on a toujours le temps de dire beaucoup de choses, mais bon, je m'arrête là. Et merci beaucoup. Merci. Beaucoup de choses,